Le 31 décembre dernier, le président de la République n'a pas dérogé à la tradition. L'allocution de fin d'année, une synthèse du bilan de l'actualité 2013 et des perspectives pour l'année 2014 couronnée par des vœux de la nouvelle année. Mais du décryptage de cette adresse à la nation, quelques analystes politiques ont indiqué que le président Paul Biya a semblé faire du ponce-pilatisme, se dédouanant de toute responsabilité devant les réalités qui plombent la croissance et freinent l'émergence du Cameroun. Hors de nos frontières, le général Sharon livrerait-il son dernier combat? Nous serons tentés de répondre par l'affirmative à la lumière de l'écho des informations en provenance de Shem Sheba, l'hôpital où il est interné depuis le 4 janvier 2006 à la suite d'une attaque cérébrale. Sous assistance respiratoire dès lors, à la suite d'une demande formulée par sa famille, l'ex-premier ministre israélien vivrait-il ces derniers jours? Les aiguilleurs de l'actualité israélienne semblent soutenir cette hypothèse. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver dans le cadre de la vraie émission, votre talk show tri-hebdomadaire qui scrute en première partie les sujets d'actualité et en seconde partie explore l'essence même de la dialectique à travers des sujets à thème. Vous le savez, la vraie émission prône le débat contradictoire. Une fois ces indications sous fond de formules de convenance toutes faites, illustrées, place à l'émulation intellectuelle, l'information au service de l'instruction et du divertissement. Tout de suite, ce sont les potins. L'on parle donc de cette adresse du 31 décembre dernier. Paul Biya, puisqu'il s'agit de lui, n'a donc pas dérogé à la règle. Le président de la République s'est, comme à l'accoutumée, exprimé devant la nation camerounaise. Un discours qui a été une sorte de synthèse de bilan de l'année qui s'est achevé au Cameroun avec bien évidemment des emphases mises sur le volet politique, économique et davantage sanitaire, avec un clin d'œil tout naturellement adressé aux Lions indomptables du Cameroun qui se sont qualifiés pour le mondial brésilien. Mais de ce discours, d'aucuns semblaient y lire une sorte de dédouanement du chef de l'État face aux réalités que connaît le Cameroun, des réalités qui plombe davantage la croissance du pays. Entre autres éléments sur lesquels semblent s'appuyer ces analystes politiques, la faible consommation du budget d'investissement public. Le président l'a révélé en indiquant qu'il était inadmissible de comprendre que rendu pratiquement au mois de décembre, la consommation de ce budget dans plusieurs régions ne frôlait pas la barre des 50%. Autre sujet à l'ordre du jour, l'inefficacité à demi-mot avoué du chef de l'État des comités de suivi des BIP, mais également le goulot d'étranglement qui s'est mis en branle pour annuler les décisions émanant de ces différents comités-là. Le chef de l'État a certes avoué que l'inflation continue à être une préoccupation, tout comme le problème de chômage des jeunes et davantage l'accès aux soins de santé. Mais dans ce discours également, d'aucuns y ont vu une sorte de ponce-pilatisme du chef de l'État qui a semblé jeter l'anathème de ces différentes réalités et retards sur les principaux responsables des administrations publiques. Parlons à présent de Ariel Sharon. Je l'ai indiqué à l'orée de ce programme. L'ex-premier ministre israélien serait-il en train de vivre ces derniers jours? Certains articles émanant de la presse internationale semblent indiquer que ce premier ministre israélien, âgé alors de 85 ans, serait quasiment à l'article de la mort. Les aiguilleurs de l'actualité israélienne indiquent d'ailleurs que son pronostic vital serait
engagé, ceci à la suite des informations en provenance de l'hôpital Shem Sheba, qui est donc près de Tel Aviv, la capitale israélienne. Et il faudrait donc indiquer qu'à la lumière de ces informations émanant de l'hôpital dans lequel Ariel Sharon a été interné depuis janvier 2006 ne sont du tout pas bonnes, plus que l'on parle d'un dégradement, d'une dégradation de son état de santé, lui qui était arrivé dans cet hôpital à la suite d'un choc cérébral. Quelques jours plus tard, Ariel Sharon avait été placé sous assistance respiratoire à la suite d'une demande formulée par sa famille. À titre de rappel, Ariel Sharon a été Premier ministre de l'État d'Israël. C'était en 2002, mais également reconduit quelques années plus tard. Comme le Cameroun, le Tchad a décidé de procéder de la même manière, parlant du rapatriement de ses compatriotes. Il s'agit d'un pont aérien qui a été mis hier entre Bangui et donc Djamena, une demande formulée par le président de la République du Tchad qui permet donc de rapatrier de manière progressive quelques Tchadiens qui fuit donc les exactions perpétrées par des rebelles de la Séléka qui ont fait plusieurs victimes dans cette partie du pays. Il faudrait dire que le Cameroun avait déjà procédé à ce mode de rapatriement à travers 3 ponts aériens qui avaient permis le retour au bercail d'un peu plus d'1 millier de Camerounais résidant dans ce pays frontalier aujourd'hui confronté à une escalade de violence sans précédent, et ce malgré des actions de sécurité déployées sur le terrain par la MISCA, la force internationale de soutien à la République centrafricaine, soutenue d'ailleurs par l'armée française. C'est tout pour cette première articulation, madame, monsieur. Si vous l'aviez suivi, restez avec nous. Tout de suite, je reçois l'invité. L'invité avec lequel nous partageons la seconde partie de ce programme qui fait place au débat contradictoire et qui tout naturellement ambitionne de vous instruire à travers, certes, l'émulation intellectuelle, mais également qui prône le débat contradictoire. C'est Jean-Claude Feuzeau, il est expert en bâtiment, il est également conseiller municipal de l'arrondissement de Douala 2e. Ceci à la faveur tout naturellement de la dernière consultation électorale, le scrutin municipal et législatif du 30 septembre dernier. Monsieur Jean-Claude Feuzeau, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous rejoindre dans le cadre de la vraie émission. C'est moi qui vous dis merci, monsieur Yves Sanjo. Merci une fois de plus de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce tableau. Merci. Monsieur Jean-Claude Feuzeau, la première question de prime abord qu'on souhaiterait vous poser pour vous mettre dans le moule de ce programme, c'est que le secteur des bâtiments a été clairement touché tout au long de l'année 2012, mais également celui de l'année 2013. Des faits marquants de ce secteur-là ont été largement relayés par des hommes de médias, des effondrements d'immeubles, des écroulements, des éboulements également ont été observés sur plusieurs axes routiers. À votre avis, l'expert que vous êtes, qu'est-ce qui peut justifier cette série de sujets d'actualité qui ont tout de même fait également les choux gras de la presse? Oui, c'est vrai. Ces dernières années, de nombreux bâtiments se sont écroulés. J'ai même vu personnellement le palais des sports ici, la charpente s'écrouler. C'est pas seulement le fait du Cameroun, hein, ça arrive aussi partout ailleurs. Vous avez vu dernièrement à Roissy, Charles de Gaulle, une partie de la charpente s'est effondrée. Donc c'est un problème qui est réel dans le métier de construction. Mais lorsqu'il est récurrent, monsieur Feuzeau, est-ce que cela ne dénote pas quand même de l'inefficacité des ingénieurs du bâtiment? Évidemment, notre rôle, le rôle des ingénieurs, le rôle des architectes, c'est de construire des bâtiments qui ne s'écroulent pas. C'est pour ça qu'on appelle des constructions durables. Alors, la principale raison, c'est que les maîtres d'ouvrage
ou ceux qui sont chargés de faire des constructions ne respectent pas les procédures d'usage. La construction d'un immeuble ou bien d'un ouvrage implique plusieurs spécialités. Et si vous ne respectez pas les procédures, si vous ne mettez pas en jeu toutes les spécialités requises pour réaliser une œuvre dans les règles de l'art, vous risquez, je vous assure, de courir vers ce que nous avons connu ces dernières années. Alors, lors d'une rencontre qui s'est tenue au GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, et qui réunissait les experts du bâtiment, mais davantage ceux du Fonds national de l'emploi, la thématique évoquée était celle en rapport avec les ressources humaines, mais également les problèmes rencontrés dans le secteur des BTP au Cameroun. Et au cours de ce conclave-là, l'une des réalités qui sautait aux yeux, c'était que l'on avait... Nous sommes en 2002, plus précisément le 4 juillet 2012, pour être plus précis. On a recensé une kyrielle de sujets d'actualité qui émaillaient le fonctionnement de ce secteur d'activité, des éboulements, que ce soit à Yaoundé, à Iligue-Sono, ou alors le dernier en date que vous avez tantôt énuméré au sujet de la construction du centre multisport de Bépanda. Il y a, comme ça, on peut en citer à l'appel des sujets plus ou moins pathétiques qui touchent ce secteur d'activité-là. Mais l'on a eu l'impression que les responsables du bâtiment, dans leur réquisitoire, semblaient jeter l'anathème de leur situation, finalement, à l'État du Cameroun, qui aurait choisi de passer des marchés avec très souvent des personnes sans véritable rapport avec le secteur d'activité qui est le vôtre. Est-ce que c'est un argumentaire qui mériterait aujourd'hui d'être mis sur la table? Oui, je dois dire que contrairement à d'autres pays, le marché des constructions ici au Cameroun n'est pas réglementé. N'importe qui peut se lever, se déclarer entrepreneur, gagner des marchés pour la première fois sans expérience, gagner des marchés à des milliards de francs, des marchés qui exigent des calculs très spécialisés, et tout simplement parce qu'il est homme d'affaires, parce qu'il a des relations, on lui donne ce marché. Il n'est même pas obligé de présenter tout ce qu'il faut comme expertise. Malheureusement, quand il arrive sur le terrain, il est obligé d'aller solliciter les expertises d'ailleurs, et parfois, malheureusement pour eux, ils tombent sur des gens qui n'ont pas d'expérience parce qu'ils ne veulent pas payer, et ceux-là construisent n'importe quoi, et on se retrouve dans la situation où l'on est. Alors, lorsque vous dites que ce secteur-là n'est pas organisé, est-ce que vous n'allez pas vite en besogne? Je crois savoir par exemple que dans l'attribution des marchés, tout un ministère a d'ailleurs été créé à dessein pour essayer justement de réguler ce secteur-là. Est-ce que ce n'est pas vous les problèmes? Est-ce que le problème, ce n'est pas la qualité des hommes qui sont naturellement dans ce secteur-là? Vous savez, dans tous les secteurs, il y a des bons, il y a aussi des canards boiteux. C'est comme dans une salle de classe, vous avez un premier et vous avez un dernier. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai personnellement eu l'occasion de visiter la charpente du multisport de Bépanda. Je vous assure, d'entrée de jeu, il fallait savoir... D'entrée de jeu, cette charpente devait s'écrouler. On n'a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que la charpente va s'écrouler. Parce que les forces développées au niveau de la charpente de 34 mètres de portée ne permettaient pas à cette charpente de résister. Surtout que cette charpente reposait sur des poteaux en béton. Dès l'instant que ça repose sur des poteaux en béton, c'est proscrit. Parce que les forces en présence ne peuvent pas le permettre. Et puisque vous prenez ce cas de figure-là, vous arrivez quand même à comprendre pourquoi on en est arrivé
à confier la construction d'un tel édifice je ne sais pas aussi important je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la passation. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la passation du marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la conception. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du contrôle. Mais toujours est-il que, malheureusement, ils ont construit dans cet esprit et l'ouvrage est tombé. Je ne suis même pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ils savent pourquoi c'est tombé, malheureusement. Donc vous, également, vous semblez penser que le marché de gré à gré qui, selon certains, serait l'une des méthodes de passation de marché les plus usitées dans notre pays, peut aussi expliquer que l'on arrive à observer ces quelques situations pathétiques dans le secteur du bâtiment aujourd'hui. En réalité, dans la réglementation des marchés publics au Cameroun, les marchés d'un certain montant doivent passer par appel d'offres, sauf dérogation du Premier ministre. Et le Premier ministre peut déroger dans des cas spécifiques où chez lui, en réalité, lorsque le maître d'ouvrage, pour des raisons personnelles, demande l'autorisation au Premier ministre de passer le marché gré à gré, il doit motiver sa demande et c'est sur la base de sa motivation que le Premier ministre doit donner son accord. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas savoir. Mais naturellement... Est-ce que vous pensez que la méthode d'appel d'offres est une méthode qui garantit l'efficacité du travail recherché? Normalement, si on respectait les normes avec l'appel d'offres tel que c'est monté, parce qu'on monte l'appel d'offres avec des termes, avec un dispositif de calcul de chaque soumissionnaire, de telle manière que la transparence aurait voulu que le mieux-disant gagne le marché. Le mieux-disant, ce n'est pas toujours celui qui est moins cher. On fait une analyse de l'offre technique. Si vous êtes qualifié, c'est-à-dire on s'assure que vous avez l'expérience requise, que vous avez le personnel requis, que vous avez compris la méthodologie d'exécution des travaux, donc à ce moment-là, que vous avez les outils nécessaires pour faire le travail qui est demandé, à ce moment-là, vous passez la première étape avec une note. On regarde ensuite votre offre financière. Si votre offre financière est bonne, si vous avez le prix correspond aux prévisions, parce qu'avant de faire l'appel d'offres, il y a des experts qui évaluent le projet. Donc, si votre prix est bon et votre offre technique bon, vous êtes en droit, si vous êtes parmi les meilleurs, d'être retenu. Mais ce qui arrive très souvent, c'est qu'au lieu de... Même si vous avez un très bon dossier, si vous n'êtes pas allé négocier auprès des membres de la commission ou bien auprès de certaines personnes qui peuvent torpiller... Vous parlez de la corruption, là, M. Feuzé. Bien sûr, ça existe encore. Nous sommes encore au Cameroun. Hein? Nous sommes au Cameroun. Donc, si vous n'allez pas torpiller, si vous n'allez pas corrompre les membres de la commission, malgré le bon dossier que vous avez, vous risquez malheureusement de perdre le marché et on risque de le donner à quelqu'un, pas parce qu'il est méritant, mais celui qui est plus offrant dans la corruption. Seulement, même lorsque ces marchés sont au moins attribués, est-ce que l'une des réalités ne voudrait quand même pas que celui qui est adjudicateur du dit marché procède par la méthode du marché le moins coûteux? Je prendrai peut-être un cas de figure pour mieux vous l'expliquer. Est-ce qu'on ne peut pas envisager l'hypothèse selon lequel, une fois le marché attribué, celui qui devrait ériger par exemple un bâtiment ou un immeuble décide de s'offrir des matériaux de seconde génération, de seconde main, pour être plus précis? Est-ce que là aussi on ne peut pas trouver l'une des raisons qui justifie par exemple l'effondrement de nos bâtiments? Est-ce que les outils ou le matériau très souvent usité ou utilisé dans quelques-uns de ces édifices à travers des marchés qu'on vient d'indiquer ne sont quand même pas de mauvaise qualité? Et si oui, est-ce que là, ce n'est pas la responsabilité du maître d'œuvre? Oui.
Comme je vous ai dit, les constructions impliquent un certain nombre de spécialistes. Lorsque vous êtes adjudicataire d'un marché, vous avez obligation de présenter ce qu'on appelle dossier d'exécution. Un dossier d'exécution signifie que vous avez refait les calculs de dimensionnement parce que vous êtes responsable, vous avez la responsabilité civile de l'ouvrage. Donc, vous refaites le dimensionnement. Une fois que vous avez fini, vous refaites le dimensionnement et le projet et les plans d'exécution. On le confie à une maîtrise d'œuvre qui vérifie que vous avez bien dimensionné, que le dimensionnement tel que vous avez prévu est conforme aux règles de l'art et que si vous le construisez tel que c'est prévu, le bâtiment ne va pas s'effondrer. Lorsque le maître d'œuvre valide donc votre projet, dossier d'exécution, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez commencer l'exécution du projet pour lequel vous avez été adjudicataire. Si cette procédure est respectée, en principe, il ne devrait pas avoir... Mais vous ne pensez pas que ces procédures sont respectées, M. Feuzet? Non, ces procédures ne sont pas toujours respectées. Parce que là, la plupart du temps, vous avez l'entrepreneur. Donc, le dossier a été monté parfois par des ingénieurs, pas de la maison, c'est-à-dire ils sont partis prendre les ingénieurs qui font partie soit du maître d'ouvrage, soit du ministère des Travaux publics. Et ces ingénieurs-là, quand ils montent vos dossiers, il y a ce qu'on appelle dans le métier conflit d'intérêts. C'est-à-dire que vous êtes juge et partie. Vous êtes appelé à contrôler quelqu'un et c'est vous-même qui partez encore faire le calcul. Pourquoi on exige qu'entre le maître d'œuvre et l'entreprise, qu'il n'y ait pas d'interconnexion? Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine indépendance entre les deux entités. Vous faites votre dimensionnement de manière indépendante et la maîtrise d'œuvre fait le contrôle de ce que vous avez fait. Si c'est la même personne, il n'y a pas moyen de contrôler. Si vous faites une erreur, personne ne peut dénicher l'erreur que vous avez commise. Donc très souvent, l'entreprise ne peut pas, il demande à la maîtrise d'œuvre Mais que font les commissions des marchés? Que faire? Que font les commissions de suivi? Les commissions de suivi ne sont pas au parfum de ça. Je suis en train de vous dire, vous avez d'un côté la maîtrise d'œuvre qui a la charge de contrôler l'entreprise. L'entreprise a la responsabilité de redimensionner son projet. Lui ne peut pas. Il demande à la maîtrise d'œuvre de dimensionner le projet à sa place parce que quand c'est la maîtrise d'œuvre, ce sera validé systématiquement. Alors, dès cet instant, les dés sont pipés. Parce que la maîtrise d'œuvre a pour rôle de contrôler le dimensionnement de l'entreprise. Ça fait 2 personnes au lieu d'une seule. Ça permet de contrôler le dimensionnement. S'il y a une erreur, l'un peut voir s'il n'y a pas... Alors que si c'est la maîtrise d'œuvre qui dimensionne à la place de l'entreprise, il n'y a plus qu'un seul œil. Et cet œil-là peut parfois se tromper. Alors, l'on parle tout naturellement d'émergence au Cameroun. Tout le monde, tout naturellement, s'y aventure à travers des réalisations. Le secteur des bâtiments n'est évidemment pas épargné par ce slogan-là qui voudrait se traduire en réalité, comme le chef de l'État nous l'a indiqué dans son adresse à la nation avec le document de stratégie et de croissance de l'emploi qui semble fixer le cap de cette émergence. Dans le secteur du bâtiment, quels sont les préalables pour une émergence? Bon, vous savez que le secteur du bâtiment va avec l'ensemble de l'économie. Quand l'économie va bien, mais là, l'économie semble observer une embellie, sauf que votre secteur, lui, il a beaucoup de problèmes. Le paramètre, l'indice qui montre que l'économie marche bien, généralement, c'est... le taux de croissance. C'est le bâtiment même. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez qu'il y a beaucoup de grues. Ça donne le sentiment qu'effectivement, le développement
marche bien dans le pays. Mais si vous voyez que dans le pays, il n'y a pas de grue, que partout où vous allez, il n'y a pas de grue, ça veut dire qu'on ne construit pas et que l'économie stagne. Mais pour qu'on construise de manière pérenne et de manière durable, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter quand même qu'on en arrive à ces effondrements à répétition, ces éboulements largement dénoncés quelquefois par les hommes de médias et qui mettent quand même en première ligne les experts du bâtiment? Oui, j'ai dit tantôt que dans la construction, chaque entreprise doit se doter d'un bureau d'études. Et ça, avant de soumissionner, il faudrait que les gens s'assurent que les soumissionnaires ont chacun un bureau d'études. Deuxièmement, les bureaux, les entreprises qui font office de maîtrise d'œuvre devraient avoir un agrément auprès du ministère des Travaux publics qui délivre ces agréments en fonction de l'expertise des ingénieurs de ce cabinet. Troisièmement, il faudrait, avant de donner l'autorisation à un ingénieur de pouvoir signer un document, que cet ingénieur-là ait eu à faire ses preuves. Son diplôme seul ne devrait pas suffire à pouvoir valider une note de calcul, parce que c'est trop de responsabilités qu'on confie à un ingénieur. Et pour cela, il faut que l'ingénieur ait eu à faire ses preuves, qu'il ait eu à travailler avec des gens qui ont l'habitude de signer les dossiers. En Chine, par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes diplômé d'école d'ingénieur que vous pouvez signer une note de calcul. Non. Il vous faut un certain temps, 5 à 10 ans, de travail suivi par d'autres ingénieurs. Mais ici, chez nous, dès que vous sortez de l'école, on vous autorise à faire des notes de calcul, à signer les notes de calcul, parce que personne n'est responsable. Donc, il faudrait normaliser un certain nombre de choses pour permettre que ce genre de choses ne puissent pas arriver. Hein. Juste une dernière question pour sortir de ce premier sujet à thème des Twin Towers, comme aux États-Unis, des gratte-ciel. Vous pensez qu'on pourrait en voir ici à Douala, un de ces quatre? On peut rêver? Oui. Et je pense que ça peut, c'est pas des techniques difficiles pour faire des Twin Towers ici. Je pense que comme on est sur une procédure d'émergence de Cameroun, comme vous avez de dire tantôt, malheureusement, on n'est pas en train de prendre la bonne voie pour arriver à l'émergence, parce que l'émergence passe par une révolution. Quand je dis révolution, ce n'est pas la révolution pour prendre le pouvoir, non. C'est une révolution industrielle. Tant que nous ne ferons pas de révolution industrielle, la construction sera toujours très chère ici et nous n'y parviendrons jamais. Figurez-vous qu'au Cameroun, on importe, vous l'ignorez, du sable, emballé dans les sacs. Et on vous appelle ça, parce qu'on a mis un peu de produit dedans, on vous appellera ça enduit hydrofuge, on va donner des noms divers. Mais tout ça, c'est basé sur du sable tamisé, dans lequel on a dû mélanger un pourcentage de ciment, un pourcentage d'adjuvant hydrofuge, et puis on a emballé et on nous le vend au prix coûtant. Tant que nous n'avons pas une vraie révolution industrielle ici, c'est-à-dire, pendant que vous êtes là, vous me regardez habillé, vous dites, mais d'où vient le tissu là? Alors que c'est notre coton qu'on a pris, on est allé tisser pour amener. Le Bangladesh, il y a quelques années, était le pays le plus pauvre du monde. Mais aujourd'hui, on ne cite plus le Bangladesh parmi les pays pauvres. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution chez eux. Tout le monde déloge ses industries pour aller mettre ça au Bangladesh. Parce que les gars, ils sont en train de travailler. Ce n'est pas la même chose que je vois transformer ici. les matières premières en produits finis. En produits finis ou semi-finis. On a l'impression que c'est une étape qui semble bien difficile à réaliser. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est que comme cela qu'effectivement, la croissance
pourra atteindre sa vitesse de croisière et les Camerounais pourront vous constatez dans notre métier, vous avez dit comment faire pour baisser les coûts. Mais le ciment, il n'y a qu'un seul producteur de ciment ici. Mais il y a deux autres qui sont en train d'arriver. Heureusement. La CIMAF Heureusement. de la cimenterie marocaine est annoncée pour janvier. Et puis la cimenterie Dangote dans les mois à venir ou les années à venir. Nous espérons qu'avec l'arrivée de ceux-là, nous aurons le ciment à 2000 francs. Comme vous avez vu la concurrence avec Orange et autres, ça a permis de baisser les coûts de téléphone. Et les coûts de téléphone vont encore baisser quand Vietcom s'installera véritablement. Un pays comme le nôtre, le gravier est un matériau très utilisé aussi bien pour la construction des chaussées que pour la construction des bâtiments. Mais il coûte encore excessivement cher. À quoi est due la cherté de ce prix? L'enclavement des zones où ils sont exploités? Non, parce que vraiment, je ne peux pas comprendre. Nous avons des cailloux ici suffisamment. Partout, il y a des cailloux ici. C'est un secteur qui connaît des spéculations. Il faut que l'État donne des facilités pour les carrières de gravier. Comment ça? Que l'État donne des facilités, c'est-à-dire qu'on puisse importer, par exemple, les machines hors taxe et des choses comme ça. Et que ce ne soit pas surtaxé après, par la suite. Parce que sinon, c'est le produit qu'on utilise le plus dans le bâtiment, avec le ciment et le sable. Monsieur Feuzé, j'aimerais qu'on sorte très rapidement de ce premier sujet et qu'on parle du volet politique de notre échange, puisque vous êtes conseiller municipal, Douala deuxième. C'est un premier mandat, c'est votre premier quinquennat au sein de cette municipalité. Le conseil s'est tenu, je crois que c'était le 26 décembre dernier. Vous avez débouché sur l'adoption du budget 2014 et d'un plan de campagne qui avait été arrêté, même si d'aucuns ont semblé y voir dans les différents projets arrêtés pour cette année-là un remake des projets du mandat dernier. Vous, les conseillers municipaux, vous avez applaudi pour un budget adopté pour réaliser certains projets qui n'ont pas pu être réalisés les 5 dernières années? Oui, c'est mon premier mandat. Vous savez que j'étais candidat effectivement de l'UDC pour prendre la magistrature de la commune de Douala deuxième. Malheureusement, les choses ont été faites comme elles ont été faites. Les populations ont renouvelé leur confiance au RDPC qui a renouvelé sa confiance au maire Denise Fambou. Celle-ci a préparé des dossiers bien faits par rapport à son programme qui nous a été soumis donc en commission. Moi, je suis dans la commission des grands travaux. J'ai apporté mon expertise d'ingénieur dans la vérification du plan d'action dans le domaine des grands travaux. J'ai apporté ma modeste contribution qu'elle a validée en plénière et j'en suis heureux d'avoir apporté une contribution aussi modeste soit-elle. Et ça a été validé donc en plénière. J'ai remarqué également que nous avons travaillé de manière très sereine, parce qu'une fois que vous êtes conseiller municipal, vous n'êtes plus conseiller d'un parti politique, vous êtes conseiller de Douala deuxième. Même donc si vous avez du mal à faire quand même prévaloir votre philosophie au sujet de certains projets, lorsque la majorité du conseil étant acquis à un parti, celui du parti au pouvoir, pour ce qui est de cette commune d'arrondissement, en réalité, vous avez l'impression que la sérénité est synonyme de... Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que lorsque vous faites des propositions, vous devez motiver vos propositions pour convaincre les membres de votre commission. Monsieur Feuzé, vous en parlez comme si c'est la chose la plus facile à faire. Vous pensez que même lorsque vous avez motivé vos propositions et que le parti d'en face, qui est ultra majoritaire dans un conseil, semble penser qu'il s'agit davantage d'une proposition d'un membre d'un parti politique qui n'est pas forcément proche du sien, ça passe?
Non, 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 je ne veux pas dire que ça passe. Quand vous n'avez pas réussi à convaincre, ils sont obligés de passer au vote. Et quand on passe au vote, on vous met en minorité et la délibération est obligée de passer. Mais, comme je dis, lorsque vous avez en commission des gens qui ont le souci de la population, lorsque vous avez des idées, des bonnes idées, vous motivez vos idées, les membres de la commission apprécient, ils peuvent c'est le valider conseil qui ou décide. ne pas. Hein? Les membres de la commission peuvent... Non, lorsque les membres de la commission ont pris position, il est difficile qu'en plénière ce soit modifié. Parce qu'en plénière... Mais les membres de la commission ne constituent pas l'ensemble du conseil. Je crois que c'est quelques... Non, les membres de la commission, c'est quelques membres, c'est 6 environ. Très bien, mais pourquoi vous pensez qu'ils sont forcément... Ce qu'ils disent peut être forcément adopté au niveau du conseil? C'est une proposition qu'ils font et cette proposition est soumise au conseil en plénière. Maintenant, en plénière, c'est comme ça que ça se fait partout. En plénière, on apprécie les propositions que vous avez faites et puis on délibère. Quand on est minoritaire comme l'UDC au sein d'un conseil, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement, on est là davantage parce qu'il faut toucher les jetons de présence, puisque... la voix est minime pour être comptée dans ce concert-là? Non, je pense que j'ai été agréablement surpris par le comportement des autres conseillers municipaux, même ceux même du RDPC, qui ne sont pas là pour dire oui absolument au maire. Et je puis vous dire que le maire a été obligé parfois de retirer certaines délibérations qui ont été rejetées catégoriquement par le conseil, et elle a compris, parce que pour rejeter, il faut motiver. Certains membres, certains conseillers, même du RDPC, ont estimé que cette délibération ne vaut pas la peine. Ils ont motivé et on l'a retirée. Monsieur Feuzeux, juste pour savoir, le conseil est une organe délibérante. Cela veut dire que l'ensemble des projets arrêtés par la municipalité sont passés au vote au sein du conseil. Juste une inquiétude. Le conseil a-t-il la capacité de vérifier l'effectivité de la réalisation des projets arrêtés? Bon, en réalité, moi je suis dans la commission des grands travaux. Ce que nous avons trouvé comme habitude, c'est que les commissions travaillent à la veille du conseil municipal pour présenter un rapport. Il faudrait pourtant que vous ayez... Mais au sein de notre commission, nous sommes en train d'envisager de pouvoir veiller au suivi des travaux confiés à la commission technique. Avec notre expertise et avec l'avis de l'exécutif, nous pensons que cela sera possible pour que nos projets soient faits conformément aux règles de l'art. Donc on pourrait éventuellement voir dans les tout prochains mois des conseillers municipaux de la deuxième et peut-être davantage ceux des grands travaux sur le terrain en train de toucher du doigt les réalisations implémentées par l'exécutif. Ça, c'est sûr. Rien ne sera plus fait comme par le passé. Je vous prends au mot. Le maçon sera jugé au pied de mur. Tout de suite, madame, monsieur, dernière articulation de ce programme, politique et société. Pour cette dernière articulation de votre programme, l'on parlera du second pont sur le Vouri. La pose de la première pierre a eu lieu il y a quelques mois seulement par le chef de l'État. C'est un ouvrage qui fera certainement date. La date de livraison étant annoncée pour 2016, pour être plus précis, septembre 2016, pour être donc plus précis. L'ouvrage en question, monsieur Jean-Claude Feuzeux, pour vous, c'est un ouvrage dont ces caractéristiques qui épousent votre pensée?
J'avoue que si j'avais eu un mot à dire, j'aurais pas fait ce pont au même endroit. Il est quand même à 10 mètres du premier, non? Ça fait rien, mais je l'aurais fait beaucoup plus loin pour désenclaver Douala qui, pour l'instant, connaît des embouteillages, qui crée des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes d'argent. On l'aurait fait ailleurs, qu'on aurait gagné dans ce sens. Le deuxième aspect que je dis, c'est que le pont est un pont à 5 voies. Double sens. Vous avez d'un côté 2 voies, de l'autre 3 voies. Je vous assure, c'est illogique. On n'a pas besoin d'être un ingénieur pour s'en rendre compte. Mais je ne comprends. Vous-même, vous ne comprenez. Non, la voie ferrée est à part. Évidemment. Après, vous avez 2 voies pour partir. Je ne sais pas si c'est celles-là. Après, vous avez 2 voies pour quitter Bonabéry, venir dans la ville de Douala. Et vous avez 3 voies pour quitter la ville de Douala, aller à Bonabéry. Est-ce que ce ne serait pas la résultante quand même d'une enquête sur le d'embouteillage à cet endroit? Ce n'est pas concevable, c'est inadmissible, c'est une tromperie, c'est une tricherie. Et il faut le corriger avant même qu'on ne démarre les travaux. Il est inadmissible que vous fassiez une voie. Vous avez 2 ici, 3 là-bas. Mais allez-y comprendre. Soit vous faites 2, soit vous faites 3. Mais en quoi ce non, ce n'est pas possible. Une tromperie? Non. Je ne sais pas. Ceux qui ont fait comme ça, peut-être qu'ils ont vu un budget. Ils tiennent à avaler tout le budget. Mais peut-être qu'ils ont vu que le budget ne peut pas permettre de faire 6 voies. Et en ce cas, ils diminuent le budget pour faire 4 voies. C'est-à-dire 2. Mais vous ne pouvez pas faire 3 d'un côté et 2 de l'autre. Ça, c'est inadmissible. Mais parce qu'une voiture, ça va, ça revient. C'est un problème de fond. En quoi c'est un problème dans la circulation? Puisque finalement, cette question de voie pose nettement la question de la fluidité de la circulation. Est-ce que c'est un problème d'avoir une voie à 3 sens d'un côté et à 2 sens de l'autre? Mais s'ils ont estimé que 2 voies sur l'un, c'est fluide, ça ne vaut pas la peine de faire 3 de l'autre côté. Parce que vous faites 3, ça veut dire que vous dépensez de l'argent. Si moi je viens dans votre restaurant et qu'un seul plat de riz me suffit pour me nourrir, vous n'allez pas m'obliger à acheter 2 plats. Si vous êtes sûr qu'un seul plat me suffit pour remplir mon ventre, vous n'allez pas m'imposer 2 plats alors que je paye 2 plats alors que je vais manger un seul. Vous me comprenez? Donc s'ils ont mis 2 voies dans le sens Bonabéry-Douala, ça veut dire qu'ils estiment que les 2 voies là, sens unique, là, le trafic sera fluide. Mais s'ils mettent 3 voies, Douala, Bonabéry, c'est inadmissible. Soit vous faites 3, soit vous faites 2. Et il faudrait que ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont la charge de veiller sur ces ponts-là, veillent à cela. Maintenant, j'aimerais vous questionner au sujet des matériaux quand même de cet édifice-là. Le dernier pont en date, celui actuel d'ailleurs, a plus de 40 ans d'âge. Est-ce que les matériaux qui seront utilisés pour ce pont-là sont une garantie de longévité? Oui, comme je vous ai dit tantôt, on appelle ce genre d'ouvrage construction durable. Construction et aménagement durable. C'est-à-dire que on les dimensionne pour qu'ils vivent plus de 100 ans. Qu'ils ne tombent en réalité jamais. Et un pont, parce qu'on n'a pas la maîtrise du sous-sol, mérite d'être inspecté
régulièrement. Il faut un plan d'inspection de ce pont après la construction pour s'assurer que rien n'a bougé, qu'il est toujours stable, qu'il travaille toujours dans les conditions telles que ça avait été prévu par ceux qui l'avaient conçu. Les matériaux sont dimensionnés également pour. Vous avez des ponts de différents. Vous avez des ponts en béton, vous avez des ponts en béton précontraint, vous avez des ponts métalliques, vous avez des ponts suspendus, vous avez d'énormes modèles de ponts. Ceux qui ont. Mais ce modèle-ci correspond à quel de ceux que vous venez d'énumérer? Non, je pense que ça, c'est un... Moi, je n'ai pas participé à... Précontraint ou contraint? Je m'essaye quand même à quelques expressions techniques. J'ai eu techniques. à construire un en précontraint sur la Sanaga, à Sakbaémé, avec une ouverture de pont de plus de 150 mètres. Très bien. Pour un pont qui est quand même installé sur l'estuaire du Vouri, quel est le type de pont qui serait adéquat? C'est celui-là? Tel que c'est conçu, je pense que ça risque d'être en béton précontraint. Parce que si ce n'est pas en béton précontraint, il risque d'avoir un dimensionnement très costaud. Parce que lorsqu'il est précontraint, la structure est plus légère. C'est ça l'avantage lorsqu'il est précontraint. La structure est plus légère et vous avez les ouvertures de pont, c'est-à-dire les travées peuvent être plus grandes. Alors que lorsqu'il n'est pas précontraint, vous avez des limites de travées parce que sinon vous risquez d'avoir des hauteurs de poutres conséquentes. À présent, réaction de l'homme politique sur le discours du chef de l'État du 31 décembre dernier. Vous l'avez certainement suivi. Un discours dans lequel le chef de l'État, tout naturellement, a essayé de faire une sorte de synthèse de l'actualité en 2013 et davantage, l'on a nettement évoqué quelques situations qui plombent plus ou moins la croissance du pays. L'émergence semble freiner à la suite de ces mesures. Le président en a évoqué d'ailleurs pour preuve le budget d'investissement public, moins de 50% du taux de consommation, qui a d'ailleurs valu quelques ordonnances du dit président. Et puis l'on a également parlé de la question du chômage, mais également de l'inefficacité finalement des comités de suivi des budgets d'investissement public. Vous aviez suivi ce discours et vous vous êtes dit quoi? Le président a pris acte et conscience des problèmes qui bloquent la mise sur pied de ce document de stratégie et de croissance pour l'emploi, ou alors vous vous êtes dit, comme certains analystes semblent désormais l'indiquer, le chef de l'État a fait du conspiratisme. Oui, le chef de l'État a fait un constat d'échec. Et je ne sais pas si c'est par manque d'humilité, mais il a pensé que la responsabilité était ailleurs alors que c'est lui le pilote. Ok, c'est déjà bon d'avoir fait le constat. C'est bien d'avoir relevé les insuffisances, le tribalisme, la corruption, le budget qui n'est pas consommé. Mais toutes ces choses sont des œuvres de ces commis dont il a la charge. Et quand on donne un ordre, on doit veiller à son exécution. Est-ce qu'il veille à l'exécution des ordres qu'il donne pour constater en fin d'année? Monsieur Feza, est-ce que c'est son rôle de vérifier à cela? Lorsque vous êtes un chef, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont assignées à cette lorsque vous êtes un donneur d'ordre, lorsque vous donnez des ordres, vous devez veiller à son exécution. Si vous ne veillez pas à son exécution, n'attendez pas de résultat. Et c'est comme ça que ça va en cascade entre lui et ses ministres, entre ses ministres et les directeurs, entre les directeurs et les chefs de service, entre les chefs de service et les commis de l'État jusqu'aux balayeurs de rue. C'est comme ça que ça doit marcher. Et on doit remonter l'information. L'agent exécutant doit remonter l'information jusqu'au sommet. C'est comme ça qu'on veille à l'exécution d'un ordre. Si vous ne veillez pas, il faut avoir le temps de veiller. Si vous êtes absent, personne ne va veiller à votre place et rien ne sera fait. Vous venez à la fin constater, bon, vous allez toujours constater. Il y a une autre année, c'était l'inertie des commis de l'État. Mais les mêmes commis sont là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Il ne manque pas de compétences au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Je dis que c'est pas ce qui manque au Cameroun, c'est, comme je vous dis, quand vous donnez un ordre, il faut veiller à son exécution. Si vous ne veillez pas à son exécution, l'ordre sera pas fait ou il sera mal fait. Alors, monsieur, faisait juste un mot quand même sur le taux de croissance du Cameroun. Le président semble indiquer que l'économie connaît une certaine embellie. L'un des indicateurs étant tout naturellement le taux de croissance du pays, sauf que ce taux de croissance, en rapport avec le taux de croissance de l'année dernière, a observé un bond seulement de 2 points. Est-ce qu'on devrait s'en féliciter? Comme je dis, on nous a promis l'émergence en 2035. Mais cette émergence, le seul point positif que je peux apprécier pour l'instant, c'est cet effort pour augmenter notre capacité énergétique. Vous savez, le développement industriel passe par une énergie suffisante pour développer le tissu industriel. Donc, je félicite nos gouvernants qui ont constaté... C'est le militant de l'UEC qui parle là ou bien c'est un compatriote? C'est un compatriote, c'est un expert technique. Je suis un ingénieur, donc je parle comme ça, je parle en tant qu'un ingénieur. Je dis bien que je félicite le gouvernement pour avoir revisé notre capacité énergétique parce qu'on en a besoin pour une véritable révolution industrielle. Et il faudrait que nous passons à une véritable révolution industrielle. Ça doit être une révolution dans la tête de tous les Camerounais. Question rituelle pour sortir de cet entretien, M. Feuzeux. L'avenir du pays, le Cameroun, comment vous l'entrevoyez? Je pense que le Cameroun, de par ses ressources naturelles, de par la capacité de ses ressources humaines, a des vraies chances d'émerger comparé aux autres pays africains. Malheureusement, le Cameroun pêche par la mauvaise gouvernance. Vous avez dit tout à l'heure que le budget d'investissement dans beaucoup d'endroits n'a pas été réalisé à 50% à cause de l'inertie. Des gens qui sont appelés à manager ce budget. Donc, il faudrait que ceux qui nous gouvernent prennent soin de taper la main sur la table pour une meilleure gouvernance. Et le tour sera joué. Qu'on gère bien nos ressources humaines, qu'on gère bien nos ressources, nos matières premières, et on a des chances de sortir de là où nous sommes. Monsieur Jean-Claude Feuzeux, merci. Et principalement, notre justice, on doit mettre notre justice, zéro corruption dans la justice, parce que c'est elle qui détermine la qualité du monde des affaires. Tant que notre justice sera piétinée, sera infectée par la corruption, il ne faut pas rêver. Merci Jean-Claude Feuzeux, juste pour indiquer que parlant justement du climat des affaires, le dernier rapport de Doing Business ne nous positionne pas dans une situation confortable. Il y a encore une marge de manœuvre pour le Cameroun, pour que l'on atteigne vraiment un climat des affaires plutôt favorable pour notre pays. 1000 fois merci d'être venu dans le cadre de la vraie émission, monsieur Jean-Claude Feuzeux. Je rappelle que vous êtes donc expert dans le secteur des bâtiments. Vous êtes également conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Merci de nous avoir rejoints dans ce programme et 1000 fois merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Ok, merci de m'avoir donné cette occasion et je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous espérons vous avoir apporté quelques éclaircissements sur les points qui nous ont été soulevés. Merci. C'est tout pour la vraie émission qui donc se referme. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. L'information aura droit de citer dans moins de 30 minutes avec le Dex anglophone. Il s'agit du journal en langue de Shakespeare. Au revoir.